Bonsoir et bienvenue à ce webinaire sur la réforme de la permanence de soins en établissement de santé. Merci d'être présent. Merci à tous les intervenants d'être autour de la table. Je vais vous les présenter. Pour ma part, Emmanuel Bataille, ravi de vous accueillir ce soir, malgré un contexte délétère en ce moment d'un point de vue politique envers la médecine libérale et particulièrement envers les spécialistes de plateau technique, sous le feu de mesures unilatérales de la CNAM concernant les tarifs, sous le feu d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui met des mesures très réductrices, coercitives. Par rapport à ces éléments, vous êtes notamment en ce moment en réaction légitime et notamment des phénomènes de grève, de grève de particulièrement de la permanence de soins qui sont envisagés. Quels risques cela implique? Ben, on en parlera aussi ce soir. On est là pour répondre bien évidemment à vos questions, à vos réactions que vous pouvez poser tout au long de ce temps de webinaire par le menu Q&R que vous avez en bas de votre écran, questions-réponses. On va prendre bien sûr, comme d'habitude, l'intégralité de vos questions pour pouvoir en débattre sur place. Mais l'objectif ce soir est de cibler donc sur aussi le positionnement des établissements et des médecins libéraux de plateau technique sur la PDSES avec un appel à candidature qui a été lancé pour pouvoir se positionner. Faut-il y répondre? Comment? Quelles en sont les modalités? C'est l'objectif de ce webinaire de ce soir avec plusieurs intervenants. Donc, d'abord vous, Stéphane Lafont, merci de votre présence. Vous êtes directeur délégué à l'Agence régionale de santé et particulièrement en charge notamment de ce sujet de la PDSES. Oh bah, bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai l'honneur d'officier dans la révision du schéma régional de la permanence des soins. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est extrêmement précieux pour nous. C'est pas de pure forme, hein. Ce retour terrain des praticiens, notamment libéraux, sur lesquels, sur ce sujet de longue date, on a eu moins de contacts finalement que les structures publiques. C'est dont acte, hein. C'est important, surtout dans ce cadre nouveau et rénové, dont on voit que quelque part, il y a une volonté de s'en emparer, peut-être plus que du côté du public, je tiens à le dire, finalement. On a plus de retours au fond sur l'opportunité de faire valoir une offre qui existe dans les établissements et un positionnement finalement des structures, que du côté des publics où finalement, cette PDSES est présentée comme existant finalement de toute éternité. Donc il y a une asymétrie. Et vraiment, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de réponses à apporter, mais en tout cas, j'espère avoir beaucoup de retours pratiques sur les problèmes que ça pose. Merci, on va aborder ça avec des questions, des réponses, ou en tout cas entendre peut-être les problématiques aussi qui sont posées parce qu'on va s'inscrire sur la durée. C'est un des intérêts de ce nouveau schéma, c'est qu'il est évolutif aussi dans le temps et on en parlera. Avec nous également et merci à vous d'être présents, plusieurs représentants de la Fédération de l'hospitalisation privée. Marie-France Gaucher, vous êtes présidente de la FHP Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir à vous. Merci. Oui, on a tenu à être aux côtés des médecins libéraux et de l'URPS, effectivement, pour présenter cette visio, parce que bon, cet appel à projet, effectivement, est porté d'abord par les établissements, mais bien sûr en relation étroite avec les médecins qui sont, eux, directement concernés. Mais ces nouveaux textes imposent que ce soit les cliniques qui présentent ces appels à candidature. On va y revenir. À côté de vous, Philippe Choupin, vous êtes directeur de la FHP Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci de votre invitation. Je n'ajouterai rien de plus à Marie-France. Bertrand Mignot, vous êtes directeur territorial chez Elsan Aquitaine. Oui, bonsoir. Complètement aligné avec ce qui a été dit sur notamment la volonté de travailler ensemble, parce qu'au-delà de l'appel à projet, il y a l'évaluation de ces dossiers, puis le suivi de ces dossiers. Donc on a un moment critique, mais on a un schéma de PDSES pour 5 ans. Donc ça vaut le coup de travailler en concert. Dans les partenaires aussi historiques, Olivier Jourdain en visio. On travaille ensemble depuis longtemps en Nouvelle-Aquitaine sur
l'animation des CME, mais Olivier Jourdain, maintenant vous êtes, je rappelle, vous êtes gynécologue obstétricien à Bordeaux, mais surtout là au titre de président de la CME de l'hospitalisation privée. Oui, merci Emmanuel. Oui, je pense qu'il y a un gros enjeu. Je crois qu'on est effectivement dans une période de crise institutionnelle, hein, tu l'as rappelé tout à l'heure. Je pense que ce qui est important, et je remercie Stéphane Lafond de l'avoir souligné, c'est que l'hospitalisation privée est un véritable acteur de santé publique. Ce qu'on oublie parfois, notamment au niveau de nos instances diverses et variées, je parle de nos administrations et peut-être tout particulièrement à l'échelon national, hein, que je fréquente maintenant, et je m'aperçois que on a vraiment besoin de plus communiquer, et je pense que la PDS est un bon sujet parce que bah, la PDS, on en fait, hein, et Stéphane Lafont vient de le souligner, je le remercie parce que il a une vision transversale de tout ce qu'est la PDSES dans la région. Je crois que nous avons besoin de nous impliquer là-dedans, et je crois qu'on y est. On a besoin aussi de le faire savoir. On a besoin de peut-être mieux l'organiser. Et il y a un vrai enjeu médical. Et je crois qu'il faut pas se louper sur cette échéance. Merci Olivier. Et côté URPS médecin, on lui laisser le temps de sortir de ses consultations. Le docteur Frédéric Cordet. Bonsoir Oui, Frédéric, vous excusez-moi êtes pour le retard. Bonsoir à tous. gastro-entérologue et hépatologue à Bordeaux, élu de l'URPS médecin et mobilisé, président, je crois, de CME, C'est ça. voilà, mobilisé sur ces sujets de PDSES. Doit nous rejoindre également côté URPS médecin le docteur Yann Hervé, qui est anesthésiste réanimateur et qui est actuellement en astreinte et sur le pont, donc il essaiera de se connecter. Ainsi, et puis nous avons aussi autour de la table Laetitia Dariotor, chargée de mission à l'Union. Vous avez largement œuvré pour préparer tout ce contenu. Bonsoir à tous. On va démarrer, avant de rentrer dans le détail, l'objectif c'est de vous donner des éléments très pratiques, très concrets sur cet appel en candidature, sur ce positionnement, une fois de plus, de la P2SES. L'objectif, avant de descendre dans le détail de cet appel à candidature et comment y répondre, resituer un tout petit peu les enjeux. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi il est nécessaire d'y aller? Vous l'avez un petit peu évoqué par vos propos liminaires, mais peut-être refaire un tout petit tour de table. Et une fois de plus, avant de vous passer la main, j'évoquais le contexte particulièrement tendu d'un point de vue politique aujourd'hui envers la médecine libérale qui vient en incompréhension la mettre en situation périlleuse, risque ou envie de grève, et notamment de la PDSES. On évoquait, Stéphane Lafond, qu'aujourd'hui, depuis la loi Valtou, le cadre a quand même évolué, les réquisitions sont possibles. Y a-t-il, si les médecins se mettent en grève, notamment au niveau de la PDSES, des risques, justement, des possibilités de réquisition? Alors, risque ou possibilité. Ou en tout cas, oui, c'est sûr que dans le cadre des discussions de l'ARS avec les préfets, la continuité de la prise en charge devra être organisée. Donc, si la question se pose, on aura nécessairement des réunions de crise et des décisions devront être prises pour assurer la continuité sur la totalité du territoire. Oui, bien sûr. Donc l'objectif, on vous le dit, depuis, une fois de plus, on avait fait un premier webinaire au mois de juin. Effectivement, que cette dimension de se positionner sur la PDSES pour qu'elle soit choisie et non pas imposée, parce que quand bien même il n'y ait pas de grève, et, la démographie médicale va fortement évoluer dans les prochaines années. Un hôpital aujourd'hui qui se positionne avec un effectif médical, cet effectif, cette démographie ne sera peut-être pas tout à fait la même dans quelques mois, dans quelques années, et donc se retrouver sur un territoire en carence, et puis se retourner effectivement vers la clinique et les libéraux. C'est une position que côté FHP, vous jugez comme totalement crédible, possible, d'où la logique de chercher à se positionner. Je ne sais pas si c'est Marie-France, Bertrand, vous voulez réagir à ces différents éléments? La participation à la permanence des soins, au-delà des éléments de contexte, et on y reviendra, c'est aujourd'hui quelque chose qui est nécessaire pour nos équipes médicales et pour les établissements. Ça répond aussi
à ce désamour, cette désaffection ou cette désincompréhension, en tout cas, qu'on peut avoir dans l'ensemble de la population sur le rôle de chacun, que ce soit les médecins libéraux, les spécialistes, les établissements de santé. Ne pas s'inscrire dans cette démarche-là, c'est aussi mettre de l'eau au moulin du populisme qui dit que, de toute façon, comme on soigne que des gens qui vont bien du lundi au vendredi, sauf quand il fait beau, euh, voilà. Donc il faut absolument s'engager là-dessus parce qu'on a besoin de redorer un peu notre blason et puis de participer à ce qu'on fait déjà. Et l'affirmer, c'est toujours mieux que d'attendre que l'ARS nous désigne. La deuxième chose, c'est que ça donne de la lisibilité sur le projet médical aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, cette permanence des soins, ça correspond aux spécialités de l'établissement, aux engagements de l'établissement, au projet médical de l'établissement, au projet d'investissement de cet établissement. Dieu sait qu'on part sur un Ondam qui est très clairement aujourd'hui agressif, c'est le pire qu'on a vu depuis longtemps, qui est complètement sous-financé. S'il n'y a pas de lisibilité non plus côté établissement sur la volonté partagée avec le corps médical de défendre certaines spécialités, de s'engager dans certaines démarches, bah, ça rajoute du flou, et le flou en ce moment, il y en a assez pour pas qu'on se le mette entre nous. Donc bien sûr que le contexte, il est anxiogène, il est agressif, il va falloir y répondre, et c'est pas forcément l'objet de ce soir, mais il faut aussi garder un petit peu d'espoir et se projeter vers demain. Euh, Parce que là, on va être en réaction et c'est toujours pareil. C'est comme la PDS, il vaut mieux l'anticiper que la subir. Se projeter, c'est aussi une forme de message d'espoir. Merci Bertrand. Je ne sais pas si Frédéric Cordet a un souhait d'intervention sur l'enjeu justement pour les médecins de se positionner. Ils n'ont pas forcément toujours envie ou la réalité de se mobiliser là-dessus en se disant ben, on verra bien le moment venu, mais le risque c'est que peut-être le moment venu, on sera au pied du mur et c'est pas forcément la meilleure approche qu'ils puissent avoir. Oui, oui, c'est sûr qu'on est dans un pays où finalement le chevalier blanc du système, ce sont les structures publiques, pourtant multidéficitaires, avec quasiment autant de personnel non médical que de personnel médical dans l'établissement, mais personne n'en parle et ça n'intéresse personne. Et on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est plutôt la médecine libérale qui est dans le collimateur. Et c'est vrai que les pourfendeurs du privé, oui, nous reprochent de ne pas assez participer à la permanence des soins, notamment. Donc voilà, on a probablement moins d'activité en permanence des soins parce que nos établissements ont beaucoup de mal à obtenir des autorisations. Après, ne nous mentons pas non plus. Nos collègues et nos... Alors, c'est-à-dire, nos- quand on vieillit, on a un peu moins envie de faire de la permanence des soins, hein, il ne faut pas se mentir. Et les gens qui s'installent aujourd'hui ne sont pas non plus forcément super motivés. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une sorte de perte d'intérêt. On veut bien faire de la permanence des soins quand on est à l'hôpital, mais quand on s'installe dans nos établissements, on est un petit peu moins motivé. Pour autant, de fait, on prend en charge des urgences et donc on doit adhérer à ce système-là. Et en tant que président de CME, c'est sûr que, et ça c'est un élément important, il faut que les établissements, et qu'il y ait un parfait dialogue entre les établissements, les directions d'établissements et les praticiens, avant que soit demandée une autorisation d'ouverture de permanence des soins. C'est clair. Merci. Pour finir le tour de table, avant Olivier Jourdain, Marie-France, vous vouliez Oui, je voulais intervenir? juste rajouter quand même qu'on a quelques obligations réglementaires aujourd'hui. Alors, la PDS, dans les structures qui ont des services d'urgence, il y a quand même un malaise si on n'arrive pas à assumer cette permanence des soins. Il y a des règles aujourd'hui à respecter. Euh, Après, c'est vrai que le climat est pas serein aujourd'hui. Euh, mais bon, les établissements privés qui ont des autorisations de services d'urgence, il faut bien qu'on trouve une solution ensemble, médecins et cliniques, pour assurer cette permanence des soins. Sinon, ça peut remettre en question notamment les autorisations Et donc l'activité. et donc l'activité. Olivier, D'autres spécialités. C'est un tout. oui. Olivier, une Oui, réaction par rapport à ces échanges préliminaires? oui, vous avez dit beaucoup de choses. Je pense que le débat a été lancé déjà depuis un certain nombre de mois. J'ai salué déjà, et Stéphane Lafont le sait, je l'ai déjà fait en XOS et je le redis aujourd'hui. Il y a eu quand même beaucoup de choses organisées. Le débat s'est fait de manière assez cohérente et assez consensuelle.
On a déjà bien avancé hein, quand même dans l'organisation de la PDS à l'échelon de la région. Sur le non réglementé, c'est-à-dire la PDS qui n'est pas strictement obligatoire. Et dans les autorisations, je crois que les conditions de son organisation sont déjà bien éclaircies, bien claires. Et moi, je serais intéressé d'avoir le retour de l'ARS sur une vision un peu plus générale, et puisque Stéphane Lafont est là, qui connaît très bien le sujet, de savoir est-ce qu'il y a des points d'achoppement et où est-ce qu'on en est par rapport justement à cette organisation de la PDS non réglementée, et notamment dans les situations où il y a des appels d'offres et où il y a des organisations qui sont encore à construire. Alors, c'est un des sujets qu'on va effectivement aborder. Ce que je propose, c'est poursuivre un peu le film qui avait été défini pour essayer de ne rien oublier, de démarrer par le cadre de cet appel à candidature, comment ça fonctionne, quelle est la procédure et les points justement techniques pour y répondre. Et puis derrière, on pourra justement en redébattre et se poser justement, l'objectif étant d'identifier quels sont les points de situation critiques, problématiques pour l'ARS, mais peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, pour les médecins ou les établissements, et de façon à voir comment on accompagne ces sujets un petit peu plus complexes, parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas forcément de questions qui se posent. Et en revanche, c'est savoir comment être en appui là où il y a des problématiques. Mais peut-être démarrer par, une fois de plus, on est dans le cadre de la révision de ce schéma, issu de la nouvelle réglementation de la loi Valtou et des décrets qui ont suivi, qui introduit cette notion d'appel à candidature auprès des établissements, mais les établissements doivent le faire avec leurs médecins. Donc concrètement, Stéphane Lafont, comment ça se déroule tout ça? Peut-être commencer par dire que c'est nouveau. Donc par définition, on l'a jamais fait, en Nouvelle-Aquitaine, ni ailleurs. Donc ce schéma de solliciter les acteurs, solliciter les établissements finalement pour leur demander de se positionner, de décrire leur offre, de décrire les problématiques et potentiellement de discuter les uns avec les autres pour se coordonner. Quelque part, c'est nouveau. Et pour être très, très clair, et je rebondis sur la question euh, posée par Monsieur Jourdain, hein, le point de vue de l'ARS, c'est d'améliorer le pilotage de la permanence des soins. Euh, on va être très simple. Notre problématique, c'est pas tellement les postures FHF versus privé, ainsi de suite. Le point de départ, c'est que on pilote très très mal l'organisation de la permanence des soins dans notre région, et pas que dans notre région. On connaît mal les organisations. On ne sait pas toujours si on est qualitatif sur les prises en charge. On ne mesure pas les retards de prise en charge, les erreurs d'aiguillage, toutes ces problématiques finalement de la nuit profonde et de la prise en charge du patient est quelque chose qui est au fond mal documenté. Et là, mea culpa ou culpa ARS, parce que finalement c'est le boulot de l'ARS évidemment d'organiser les soins, hein. On voit bien que, et c'est ce qu'a exprimé le groupe de travail depuis 1 an très clairement, il y a un besoin de communication entre l'établissement et entre structures pour parler de la permanence des soins. Donc pour revenir à l'appel à candidature, très clairement, nous nous sommes saisis du texte dans le sens de finalement se servir de l'appel à candidature comme une chambre d'écho permettant des discussions territoriales sur l'organisation de la permanence des soins. Ni plus ni moins. Après, techniquement, finalement, ça donne quoi? Ça donne des modalités, finalement, sur un dossier, ma démarche simplifiée. Donc, je reviens sur ce point qui est très important quand même. C'est un accès établissement. Donc, effectivement, la réponse, c'est une réponse des structures, puisque, comme son nom l'indique, permanence PDS-ES, c'est la permanence des soins des établissements qui est posée. On a introduit dans les dossiers, spécifiquement pour les structures privées, le fait de joindre à la candidature de l'établissement un engagement de l'équipe constitutive de la PDSES de l'établissement. Je l'ai introduit dans l'appel à candidature directement en fait en lien avec notre précédent webinaire, puisqu'on voyait très clairement que c'était la question qui était posée.
avec des positionnements où il pouvait y avoir une inquiétude des praticiens libéraux de se dire « Oula, mais si ma structure répond sans m'avoir demandé mon avis, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis évidemment, à contrario, le point de vue inverse qui se posait sur la question, sachant que là, on rentre dans la tambouille, mais effectivement, c'est l'établissement qui répond, mais vous le savez tous, après, on est dans un accord et un contrat tripartite avec le praticien individuellement, la CEPAM qui rentre dans la boucle, un circuit atrocement compliqué, donc il faut que les choses soient très bordées. Et dans notre schéma actuel, on a des lignes, par exemple, qui sont virtuelles, parce que les praticiens n'ont pas signé, en fait, l'accord. Donc, on a potentiellement une ligne de PDS qui existe, mais qui est virtuelle, parce qu'on n'est pas allé au bout, ou qu'ils n'étaient pas tous d'accord, ou qu'on n'arrivait pas à faire tourner la ligne. Donc, évidemment, tout ce qu'on veut éviter. Donc, l'enjeu, je dirais, spécifique, là, dans un schéma de clinique praticiens libéraux, c'est, je dirais, pas l'unanimité, parce que c'est beaucoup demandé, mais un accord local clair sur le projet médical de la spécialité euh, dans l'établissement qui amène à se positionner sur une ligne de permanence des soins. Voilà. À mettre en musique après, finalement dans le schéma, le dossier, c'est le produit de sortie. Mais finalement, le dossier, il ne fait jamais que énoncer ce que disait le décret sur un certain nombre d'attendus. Alors, on a mis les slides sur dossier lui-même parce qu'une des problématiques, c'est qu'il faut avoir le login pour se connecter sur la plateforme et voir les questions qui sont posées. Donc, on s'est dit que c'était peut-être pas inutile de montrer le dossier pour donner à voir finalement ce qu'il y avait finalement dans ce fameux dossier et qui était demandé. Donc, très simplement, j'aurais dû prendre mes lunettes. Donc l'identification de l'établissement, on va les passer très, très rapidement, hein, mais c'est juste pour vous le donner à voir. La nature de la candidature, ça c'est pour demander si on a une candidature d'établissement ou si on est dans une candidature coordonnée en interétablissement, avec des modalités finalement à préciser. Après, on s'est permis de demander de décrire l'activité de PDSES dans l'activité concernée en demandant la typologie des patients. Pourquoi? Parce que c'est une question qui revient de manière très récurrente, et notamment le fait que certains établissements, de facto, c'est la régulation qui nous le dit, se sont déterminés pour prendre en charge des typologies de patients, mais pas d'autres. Et donc, il faut bien vérifier que tout ça est à peu près coordonné, et surtout pour qu'on sache quel est le patient et on l'aiguille évidemment comment. Après, il y a une dimension d'activité, évidemment. Alors, je précise sur ce point d'ailleurs que le questionnaire, il est aussi issu des discussions qu'on avait dans le groupe de travail. C'est-à-dire, tout le monde s'est dit, c'est bien joli de faire un schéma, mais c'est ridicule de faire un schéma pour 5 ans et de le caler sous une armoire normande. Il faut continuer à en discuter. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas, ou très peu, d'éléments de pilotage, finalement, de ces lignes de PDSES pour décrire l'activité, en parler, savoir qui fait quoi, qui à quel moment, quelle typologie de patient. Donc le dossier, il est lourd, je m'en excuse, mais il répond là aussi au besoin d'agréger, finalement, des données pour savoir la permanence des soins en ORL, typiquement. Moi, je vous avouerai, je ne sais absolument pas ce qui est fait en PDSES, en Chir-ORL, dans les Deux-Sèvres, en Haute-Vienne, dans les Landes ou au Pays Basque. Pas du tout. Et je pense qu'à l'ARS, personne ne le sait, très clairement. Donc le but finalement, c'est d'alimenter cette discussion où on aura des retours des spécialistes, évidemment, de ceux qui savent, de ceux qui prennent les patients, qui ont l'opportunité de nous dire ce qu'ils font, ni plus ni moins. Donc des données d'activité. La description des RH, très clairement, le but là, c'est d'identifier les fragilités, parce qu'on sait qu'on a des établissements qui nous disent « bah oui, on a une ligne, elle tient, mais elle tient quand même difficilement ». Et donc c'est là que le nombre de praticiens qui participent à la ligne, évidemment, c'est important pour donner à voir combien de seniors participent, et on a rajouté le nombre mensuel moyen de nuits de PDSES par praticien du service, qui est un indicateur, je dirais, de criticité sur les lignes où finalement les équipes sont complètement essorées, hein, pour se le dire clairement, ce qui est un sujet évidemment important. La question du circuit patient et de l'organisation des blocs, ça c'est plus, je dirais, c'est plus un sujet entre guillemets de petits établissements. C'est pour identifier toutes les problématiques d'établissements avec ou sans SAU, et bien savoir le patient, il arrive par où, quand il est régulé, il est aiguillé par qui.
Bref, vérifier qu'il y a un circuit organisé de prise en charge du patient sur le temps de la PDSES. Ni plus ni moins, ça n'a pas vocation à être très loin, très développé. La description de l'équipe d'anesthésie, donc finalement c'est la description de la structure de bloc, si on est sur du bloc dans la structure. Le sujet de l'aval, qui était une demande, évidemment. Donc savoir finalement, on est engagé sur une ligne de PDSES, mais est-ce qu'il y a une problématique sur l'hospitalisation du patient? Dans bien des cas, on sait que oui, il y a des problématiques sur l'hospitalisation du patient ou qu'il y a des micmacs, des ping-pong de patients entre je le prends sur la nuit, mais je ne le veux pas le lendemain ou je le reprends. Donc, toute cette problématique pour identifier. Et puis, in fine, la question ouverte qu'on a rajoutée, c'est sur une appréciation de l'établissement sur cette filière, sur l'organisation territoriale. Où là, pour le dire simplement, les établissements ont lettre ouverte pour nous dire que selon eux, ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas bien, ou ils se coordonnent bien ou ils se coordonnent pas bien. Bref, un retour qualitatif sur la régulation de la filière dans le territoire concerné. Donc je me doute qu'on va avoir plein de remontées potentielles pour nous dire que ça marche bien ou pas bien, ou sur telle typologie ça marche bien, ou qu'il y a un trou dans la raquette sur telle typologie de patient. Enfin voilà, vraiment porte ouverte. Ça nous donne une cartographie de ces activités sur le temps de la PDSES. Le paradoxe, c'est qu'on va finir par avoir une meilleure connaissance, je pense, des activités non réglementées, parce qu'on aura posé des questions, que sur les activités réglementées. D'ailleurs, à la base, dans le texte initial, il était prévu, ou il avait été demandé par le ministère, de faire des appels à candidature sur toutes les activités. Les ARS ont répondu que il fallait quand même pas abuser du temps de travail collectif des acteurs du système de santé et que aller demander des dossiers sur des activités qui étaient déjà passées en XOS avec des dossiers d'autorisation clairement décrits sur une nouvelle procédure, ça n'était pas entendable. Donc évidemment, du coup, on a sorti les activités réglementées. C'est ce qui explique, pour être honnête, c'est le principal retour qu'on a des établissements, hein, c'est la non-clarté de cette nouvelle modalité de schéma. Là, je sais, autour de la table, on était dans le groupe de travail, donc voilà, on a fini par intégrer complètement ce sujet réglementé par réglementé. En pratique, quand on discute avec les établissements, c'est pas évident du tout. On est systématiquement obligé de le répéter. Non, alors en fait, oui, c'est comme ça. Vous avez des activités avec une autorisation, une PDS liée. Ça ne sera pas dans l'appel à candidature. Il est limité à XXX activités. Mais c'est sûr que quand on rentre dans le détail, à part les spécialistes, qui peut comprendre que la chirurgie cardiaque est une activité réglementée et que la chirurgie vasculaire n'est pas une activité réglementée qui va être soumise à appel à candidature. Voilà, ça ne tombe pas totalement sous le sens. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est quand même les petites adresses mail qu'on vous a mis dans le document. On a beaucoup de questions très techniques en fait, hein, qui nous remontent essentiellement sur les dossiers. Il y a telle activité, j'essaie de me projeter dans le schéma, je dois répondre quément. Si on s'organise à deux, qui doit remplir le dossier? Est-ce qu'on doit le remplir tous les deux? Voilà, on a beaucoup de questions au fond très pas polémiques du tout, vraiment des questions de pratico-pratique, de modalités de remontée de l'information, pour le dire très simplement. Et on voit bien qu'il faut répondre pour éclaircir. Peut-être le dernier point est de dire qu'on a demandé aux directions départementales de réunir les établissements dans les départements pour avoir ces temps d'échange, partager, représenter le dossier, les modalités telles qu'elles se dessinent. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on a des points critiques qui nous remontent à ce stade? Sans donner dans l'angélisme, on a plutôt des retours positifs de mobilisation des acteurs qui ont identifié les problèmes et qui essaient de les traiter. Et typiquement les sujets de continuité. Voilà. On a bien vu qu'à un niveau départemental, il fallait qu'il y ait telle activité dans le département. Notre équipe n'y arrive pas. Il faut qu'on s'organise autrement. Est-ce qu'il faut voir avec l'autre département ou est-ce que la clinique va avoir les ressources pour... Ça, c'est les dossiers qui remontent. Pour se le dire clairement, évidemment, on n'a pas les mêmes remontées, les mêmes problématiques dans la Cube au Pays Basque que ce qu'on a en Dordogne et en Charente. Évidemment, ce n'est pas les mêmes sujets.
On a sinon des remontées de problématiques, je dirais, quasiment historiques, de sujets qui n'étaient pas traités, de désaccords entre établissements, et ils existaient avant, et très probablement, ils existeront après. Et c'est pas la candidature qui le réglera en soi, mais en tout cas, ça permettra d'acter des positions au-delà de postures, peut-être sur des éléments plus objectivés et descriptifs, de filière, de capacité à faire, de volonté de faire. Et je rejoins ce que disait Bertrand Mignot, ce positionnement finalement pour le dire simplement, on a des établissements avec un plateau technique, une responsabilité en termes de gestion de patients d'un niveau de soins critique, des SAU et qui implique une responsabilité, bah, il y a matière à le montrer évidemment dans le cadre de l'appel à candidature. C'est donc ces dépôts de candidature, juste pour rappeler des éléments de calendrier qu'on a du coup un peu passé vite au début. L'appel à projet a été lancé le 10 octobre dernier. Les candidatures sont à déposer d'ici le 1er décembre. Donc ça laisse un petit mois pour se retourner jusqu'à maintenant. Sachant que les dossiers sont portés par les établissements, hein, c'est pas aux médecins à aller se faire et à y répondre, mais doivent une fois de plus y être associés. Comme disait Bertrand Mignot, c'est le projet médical, c'est la dimension de la spécialité, parce que toute l'approche justement elle est territoriale et par spécialité, c'est ça qui est important. Je vous invite à revoir le webinaire qu'on a fait au mois de juin. Le but, c'est pas de repasser tous ces messages-là, mais quelques éléments quand même essentiels. Du coup, effectivement, interlocuteur aussi de proximité, ce qui est affiché à l'écran, les petites adresses mail, comme vous disiez, de la délégation départementale de l'ARS, qui va instruire les dossiers. Il y avait un peu une question de ce côté-là. Est-ce qu'on va avoir justement une homogénéité derrière sur cette instruction des dossiers? Parce que, est-ce que d'un département à l'autre, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a justement les spécificités territoriales, vous évoquiez les problématiques, ne sont pas forcément les mêmes sur la côte basque ou en Dordogne. Mais du coup, parce qu'on voit quand même, ce schéma, une fois de plus, a défini des critères d'éligibilité sur une logique de seuil d'activité, hein, par spécialité et par établissement dans chaque territoire. Mais voilà, dans cette éligibilité, comment vont être reçus ces dossiers, s'il y a des phénomènes de concurrence, comment on incite à la complémentarité, parce que vous avez eu cette dimension de dire, parler de territoire tout à l'heure, hein, c'était justement ça, quand vous évoquiez aussi les problèmes de régulation. L'objectif de faire remonter ces problématiques, c'est pas juste de dire c'est la faute de l'autre, c'est comment, à l'échelle d'un territoire, on arrive à améliorer les process entre une régulation qui va orienter un patient, un établissement et des médecins qui vont l'accueillir derrière pour le prendre en permanence de soins. Effectivement, c'est toute cette dimension qu'il va falloir qu'on gère. Peut-être répondre sur le sujet, l'instruction en fait, des demandes, l'instruction des dossiers. Donc on a pris le parti d'essayer d'être transparent. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée, mais c'est un peu la démarche qui a été la nôtre. Donc il y aura une instruction évidemment territoriale des délégations départementales, mais après on va faire une synthèse régionale et on repassera tout ça devant notre groupe de travail permanence des soins avec les représentants, comme la première fois, des fédérations, les trois, et de l'URPS et de l'ordre, pour, je dirais, bâtir notre futur comité de pilotage. C'est-à-dire, il faut qu'on soit au clair sur les règles qui auront présidé à l'attribution des lignes, pour que les gens continuent à venir autour de la table discuter de l'accompagnement et des problèmes qui auront pu émerger, ne pas être réglés, mais donner matière à examen, suivi, réexamen. C'est important de le dire, le schéma, il est révisable. Si on le suit, ça veut dire aussi qu'on peut le changer. Ce qui change, c'est la vie des établissements, hein. La ligne qui tient à un moment donné ne tient plus à un autre moment. Les choix qui ont été faits à un moment donné, ils peuvent toujours être retravaillés. Enfin, donc vraiment, l'idée, c'est de rendre des arbitrages qui soient le plus clairs et objectivés possible. C'est le sens du dossier d'ailleurs et c'est l'enjeu. Pouvoir dire pourquoi on a fait le choix X versus le choix Y, si la question se pose finalement d'une opposition possible d'établissement, ce qui sera peut-être pas si fréquent que ça entre nous.
Autour de la table, je crois que vous voulez intervenir. Non, c'est une question, hein, Monsieur Lafond. Le comité de pilotage PDS, il sera donc réuni avant la prise de décision ou après la prise de décision? Ben, en amont, non, mais ce que on n'a pas inventé le schéma. C'est-à-dire, évidemment que vous voyez ce que c'est un comité de pilotage régional, évidemment qu'on ne va pas pouvoir screener tous les dossiers pendant un comité, qui peut pas être, le comité ne peut pas être celui qui fait le travail. Par contre, que l'ARS restitue sur la lecture qu'elle a fait des dossiers, qu'elle mette de côté les dossiers qui sont absolument pas problématiques, où c'était clair, simple et net, pour ne faire ressortir régionalement que les sujets où il y a soit conflit, soit débat, soit carence, soit absence de réponse. Ça, je dirais, c'est la nature même du groupe. La logique, c'est que le DG ARS tranche. Donc, je réfléchis en même temps, hein, j'invente. Mais non, finalement, on aura une proposition sur la table, objectivement, sinon ça sert à rien de réunir les gens, faire un micro-trottoir sur qui veut faire quoi, ça serait pas opérationnel. On aura une proposition, on recueillera des avis, et les avis seront présentés au DGARS. Et on aura très probablement des avis terrain des directions départementales, qui sont au contact évidemment des établissements, qui nous donneront leur lecture. Et des Merci. sujets, j'espère qu'il y en aura, des sujets. Je vais couper la parole à Olivier. Non, ce qui est hyper important, et ça a été souligné, il y a un schéma cible. Ce schéma cible, il a été partagé plusieurs fois, et donc à la fois les établissements et la communauté médicale doivent s'y référer. C'est pas juste pour le plaisir de lire un document administratif. Il a été construit sur une logique de volume, quand même, qui correspond à une obligation de permanence des soins sur le territoire. 2, aujourd'hui, on a la possibilité d'adhérer à cette permanence des soins, mais il y a quand même un dispositif balai qui fait que si personne n'y adhère, ben, à un moment, on sera incité à adhérer, voire on sera désigné volontaire. Donc, on ne peut pas faire l'économie de cette analyse-là. 2, les dossiers, même s'ils sont relativement simplifiés, moi j'invite les établissements et le corps médical à être assez précis dedans, notamment sur les volumes d'activité, sur le type de prise en charge. Ligne de permanence des soins ne veut pas dire nombre de médecins dans la permanence des soins. Alors c'est vrai que sur la non réglementée, il peut y avoir moins de débats, mais les volumes d'activité peuvent être importants aussi sur le nombre de médecins qu'on mobilise. Il faut profiter de ces dossiers aussi pour défendre sa position. Comme Stéphane vient de le rappeler, il va y avoir une appréciation globale. Je ne sais pas combien ça fait de lignes de PDS, mais il doit y en avoir 500 ou 600 à peu près sur le territoire. Il y a l'impossibilité pour l'ARS, et ils le reconnaissent avec beaucoup d'humilité et de transparence, de savoir exactement ce qui se passe. Il faut que les dossiers soient bien faits. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette communauté entre l'établissement qui connaît ses enjeux réglementaires de permanence des soins par rapport à ses autorisations et le corps médical qui, lui, connaît les types de patients qui vont être pris en charge, la pertinence de mettre une ligne ou pas, et quel type de patient on prend, la récurrence pour construire quelque chose qui soit crédible. Si c'est pas crédible, eh ben, ce sera beaucoup plus difficile à défendre. Et une fois que ce sera arbitré, ce sera arbitré. Donc oui, c'est réévaluable. On ne va pas le réévaluer tous les mois non plus. Le critère d'évaluation, ce sera essentiellement un niveau d'activité. Ça permettra aussi de voir si effectivement la régulation joue son rôle ou pas. C'est un des discours qu'on a souvent porté en disant bah, nous on est prêt à en faire, mais le SAMU nous envoie que les polis pourris qu'on ne peut pas soigner, alors que les autres ils vont dans des endroits où ils n'ont pas besoin d'aller. Voilà, on aura des éléments factuels par rapport à ce qui existait, comment ça a évolué et comment on fait évaluer le système. Donc vraiment cette coopération médecin-établissement, dès l'origine du dossier, c'est presque à ce moment-là qu'elle est le plus importante. Olivier Gendin. Oui, non, mais je crois que, encore une fois, je crois qu'il y a une vraie cohérence, hein, et je le dis d'autant plus facilement que je suis assez facilement critique de l'ARS habituellement, mais là, je crois qu'il y a une vraie cohérence quand même dans la procédure d'appel à projet, d'appel à candidature, pardon, et puis d'organisation sur le terrain. Et je crois qu'effectivement, on l'a dit plusieurs fois qu'il faut que les établissements et aussi les médecins s'en emparent. Mais s'en emparent, ça veut pas, ça peut aussi vouloir dire faire acte de proposition. Je pense que on l'a vu, hein, il n'y a que des cas particuliers. Il n'y a que des cas particuliers. On l'a vu, hein, notamment quand il y a des partages de lignes à imaginer. Il y a beaucoup de solutions possibles. Et je reste convaincu que les gens de terrain, et notamment les médecins des établissements que je représente,
doivent s'impliquer pour proposer des choses qui soient cohérentes, parce que c'est souvent sur le terrain, et l'ARS l'a clairement sollicité. Stéphane Lafont vient de le rappeler. Je crois que à nous d'être en capacité de faire des propositions qui soient en cohérence avec les contraintes de terrain qui ne sont pas forcément les mêmes, comme ça a été évoqué dans la métropole ou à Guéret ou dans le Pays Basque ou ailleurs. Donc, euh, donc je crois qu'il y a un vrai enjeu là d'appropriation sur le terrain de ces procédures pour que les propositions soient cohérentes et finalement soient le plus pertinentes possible. Ce qui faisait peur dans la publication là, de Valtou, c'était l'histoire de rendre la permanence des soins obligatoire et puis les risques de réquisition. Et finalement, la question qu'on pourrait poser à M. Lafond là, aujourd'hui, c'est bon, je crois qu'en Nouvelle-Aquitaine, on ne sera pas concerné puisqu'on n'a pas touché au schéma et finalement, on va reproduire le même schéma. Mais voilà, en cas de carence, quelle procédure vous allez employer? Et on est bien d'accord qu'on parle de carence donc en termes d'établissement et pas de médecins, puisque aussi un fantasme qui a beaucoup circulé chez les médecins, c'est on va être réquisitionné pour boucher les trous des lignes d'astreinte à l'hôpital. Donc voilà, si jamais quand même vous aviez un diagnostic de carence sur une spécialité donnée ou sur une prise en charge spécifique donnée, quelle est un peu la procédure que vous lanceriez? Bah, la procédure, elle est assez simple, c'est réunir les acteurs et trouver une solution. Euh, Très clairement, la solution, je dirais, ultime, ou la représailles massive de la réquisition, n'est pas le schéma ni qu'on travaille, ni dans lequel on se projette. Euh, Clairement pas. Voilà, je vous fais un retour sur un échange d'il y a 2 jours là, avec la direction départementale de la Charente. À Angoulême, il y a une coopération publique-privée sur la chirurgie vasculaire. Elle existe, elle est opérationnelle. On se pose la question. On se pose la question de la gastro-entérologie et de la continuité sur les hémorragies digestives suite au quasi-effondrement de l'équipe des hépato-gastro-entérologues du CH d'Angoulême. Euh, et la question, elle est ouverte. Au jour d'aujourd'hui, il y a une prise en charge qui est assurée très largement avec des réorientations vers le CHU de Poitiers. Mais ne faut-il pas ressolliciter un temps d'échange qui va l'être avec les équipes de Cognac, l'équipe privée d'Angoulême, dans une organisation autre, alternative? Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est écrit à l'avance de ce qu'on peut dessiner à un moment T, et le dessiner soit comme quelque chose de provisoire en attendant qu'une équipe se reconstruise autrement ou dans le cas d'un autre partenariat, soit de manière beaucoup plus pérenne. Donc sur ce volet-là, encore une fois, je dirais de la carence constituée, de la réponse qu'on pourrait apporter, le sujet il sera partenarial, pour le dire très bêtement. Et je ne pense pas, mais là je n'engage que moi, que la régulation, enfin la réquisition soit la solution aux problèmes de permanence des soins qui s'opposeront à nous dans les territoires. Oui, vous avez déjà une vision, déjà un petit peu des sujets potentiellement, justement, bah là, vous avez cité effectivement les hémorragies digestives en Charente. Vous avez, comme on va dire, on les connaît déjà, vous avez déjà quelques points noirs, quelques points durs dans la région. Oui, on a une vision. Après, il y a les lignes entre guillemets qui tiennent, mais qui tiennent difficilement. Et là, finalement, c'est là qu'on peut avoir des rapports. Vous voyez, euh, la mesure du seuil d'activité, elle a aussi ses limites. C'est-à-dire, il y a des jeux d'acteurs, il y a des postures entre j'ai pas assez de PDESS, ou j'en ai trop, ou j'en voudrais moins, mais dans quelle proportion vous voyez, alors là, on entre dans une zone extrêmement grise de discussion qui sont très étroitement liées vraiment à la structuration propre des équipes, à l'historique qu'on a dans un territoire. Là, ça s'ajuste finalement, ça s'ajuste en local, en fonction des échanges des équipes, puisque de toute manière,
qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, dans les activités de recours comme celle-ci, il y a que dans les échanges entre équipes qu'on va trouver des solutions, pérennes. Dans notre schéma précédent, pour ceux qui s'en souviennent, avaient été postulés, des partages de lignes, qui tombaient du ciel. Ben ils sont restés, allez, je vois 98 des cas, ils sont restés complètement théoriques. Ils n'ont pas été déclinés. Les établissements se sont organisés autrement. Ils ont fait 100 avec financement ou ils ont fait 100 sans financement. Mais finalement, le schéma décrété n'avait pas marché. Là, finalement, on a le schéma exactement inverse. Et ben, on va voir ceux qui remontent du terrain. Oui, parce que le message vraiment fort à passer, hein, qui avait été déjà évoqué, c'est bien évidemment, on a des territoires où les lignes, bon, comme dit Frédéric Cordet, elles vont se reproduire parce qu'on est sur la métropole bordelaise et que là, les questions se poseront peut-être pas beaucoup. En revanche, voilà, c'est une invitation à avoir un travail territorial, surtout une fois de plus que peu d'établissements quand même peuvent se targuer d'être en situation vraiment de confort. Donc c'est la logique de quel partenariat je peux établir, comment je pose un diagnostic un peu commun. C'est cette invitation que vous disiez tout à l'heure à un dossier un petit peu lourd, mais Bertrand Mignot évoquait l'importance d'y répondre, pour pouvoir justement alimenter en termes de données, en termes d'activité, ce qui se fait réellement, ce qui pourrait être fait. Parce qu'il y a aussi ça, le mettre en avant, hein, le potentiel, ou éventuellement ce qu'on ne veut surtout pas faire, ou les problèmes une fois de plus qu'on rencontre. C'est cette invitation, une fois de plus, au dialogue. Alors, c'est une fenêtre de tir un peu réduite aussi, de faire ça voilà, pendant 2 mois. Donc, mais ce que vous avez évoqué, c'est toute la dimension de révision qui va être possible, et qui fait que si on se retrouve en situation, une fois de plus, de carence, vous avez un discours aujourd'hui très rassurant en disant il y aura pas de réquisition. Je le sens pas trop. Je me méfie moi un peu de positions politiques qui demain pourraient être peut-être un peu plus radicales, que les positions aujourd'hui. Mais en tout cas, ça reste effectivement. Est-ce qu'on pourra s'inscrire en tout cas avec l'ARS dans une logique de dire dans un territoire il y a quelque chose qui s'effondre, on est là pour essayer de reconstruire, et cet appel finalement à dossier, à révision, il se fait quand même, parce que là aujourd'hui on a une fenêtre de tir, elle n'est pas fermée pour fin de 5 ans. On invite les gens à se positionner dès aujourd'hui, mais s'ils n'y arrivent pas, et si une fois de plus demain, on est quand même dans cette dynamique dans le temps. Bah oui, puisque pour le coup, enfin, faut bien dire, je dirais, il faut distinguer peut-être des éléments de difficultés conjoncturelles et de réorganisation structurelle. Quand Monsieur Cordet, vous dites le schéma sera le même, non, c'est pas tout à fait vrai. Euh, et vous avez été beaucoup moins touché, mais il y a beaucoup de lignes du schéma qui ont disparu sur des petits établissements publics. Euh, qu'on a validé clairement avec la FHF et dans le cadre du groupe de travail sur des seuils d'activité qui étaient beaucoup trop bas, globalement, y compris en journée, enfin bah, finalement, pour avoir des conditions de sécurité qui paraissaient optimales. Donc, au mieux, les établissements étaient payés pour une très faible activité de nuit, puisqu'on on leur régulait peu de patients. Au pire, ils étaient sollicités avec des conditions de sécurité qui n'étaient pas très bonnes. Donc, le premier élément, je dirais un petit peu structurant, il a été celui-là, qui a ses limites, puisque évidemment, ça veut dire concentrer aussi un poil plus de patients potentiellement sur les centres qui sont les plus ou les mieux dimensionnés pour le faire. Après, sur la durée, l'autre sujet, ça va être l'écart entre l'organisation idéale et puis ce qu'on est en capacité de faire. Et là, la vie de l'offre de soins, finalement, elle va s'imposer à la vie du schéma. Si je reprends le sujet de la gastro-entérologie d'Angoulême, qui est un parmi d'autres, hein, finalement, je dirais le sujet, c'est pas le schéma tel qu'il est posé, c'est les difficultés de l'organisation de la filière, et les difficultés, on les a la nuit, mais on les a aussi le jour. Donc finalement, si la question est réajuster finalement l'offre et le schéma en fonction de l'évolution de l'offre et des forces et faiblesses des établissements, ça, bien sûr qu'il faut le faire, évidemment. On a des questions qui arrivent. Je vous rappelle que de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, réactions. On va les prendre comme d'habitude au fil de l'eau. Avant de quand même démarrer ces questions pour rester dans la continuité de ce qui était évoqué, on a quand même des établissements, des praticiens qui
ressentent un peu comme un cadeau empoisonné, la demi-astreinte, la logique où à un moment donné, je vais me retrouver et me positionner sur une permanence de soins jusqu'à minuit, sachant que j'assure quand même toujours une continuité des soins et que la régulation va peut-être m'envoyer et que l'acte va peut-être se poursuivre. Comment, une fois de plus, ça peut s'articuler avec les autres établissements? Est-ce que cette logique de demi-astreinte a du sens? Comment on part les risques? Comment on invite peut-être dans une logique de mutualisation, à être à plusieurs pour faire face à ces complexités? Est-ce que, une fois de plus, il n'y a pas une réponse? Ça dépend là encore du territoire, de la volonté, de la capacité du territoire à traiter, de la volonté des acteurs à parler entre eux et à s'entendre. Mais on voit qu'il y a des partenariats qui marchent dans certains endroits et puis d'autres qui se débrouillent tout seuls. Mais voilà, que répondre? Mais là, j'invite aussi Olivier Jourdain, la FHP, à se positionner sur des interventions, hein, sur ce sujet de la demi-ligne. Bon, ma réponse est toujours la même, mais sur ce sujet, à partir du moment où les règles sont connues et où la régulation respecte les règles des personnes qui sont censées accueillir les patients, je pense que c'est un meilleur schéma, au fond, de ne pas solliciter épisodiquement un établissement qui a une activité de première partie de nuit et une activité résiduelle de nuit profonde dans l'intérêt collectif, plutôt que d'étaler un patient qui va arriver une fois de temps en temps sur une période avec de moins bonnes conditions. Je pense que c'est tout à fait organisable. La meilleure preuve, c'est que ça s'organise dans des établissements en interne, ce schéma finalement de modulation entre le avant-après. Après, on a les effets de bord, comme toujours, on a commencé, on n'a pas commencé, hein, on l'adresse, à partir de quel moment je prends le patient, à quel moment je ne le prends plus. Mais finalement, tout ça s'écrit. C'est quand même, sur le papier, dans le contexte de démographie médicale, assez logique. Mais ça, finalement, encore une fois, l'enquête le dira, hein. L'enquête nationale n'était pas conclusive, vu finalement les énormes aléas de saisie qu'il y avait sur les établissements. Donc, j'espère qu'on va avoir de meilleures remontées et qui nous le montreront. Mais très clairement, sur la nuit profonde et dans bien des cas, même dans des zones très urbaines avec beaucoup de patients, une seule ligne collectivement suffit largement la nuit. Et je rentre même pas dans le détail de tous les patients qui sont stabilisés, qui sont reprogrammés et qui ne sont plus pris en charge de plus en plus sur le temps de la PDSES au bloc. Donc, que ça soit pas forcément extrêmement simple à organiser, ça c'est possible, que ça soit exigeant dans le lien qu'on a avec la régulation et puis en termes de transparence de messages pour pas organiser de malentendus, de toujours ces éternels sujets du ah il a pris, il voulait pas, il veut pas en prendre plus et le voisin il a fait ci, le voisin il a fait ça, ça oui, mais dans l'absolu c'est quand même vu nos filières patients et vu nos flux. Dans bien des territoires, ça paraît pas raisonnable d'acter une PDSES de nuit profonde dans beaucoup d'établissements. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais Non, c'est le sujet, effectivement, il revient à chaque fois parce que la réponse, si elle est entendable, elle n'est pas forcément acceptable. Elle est entendable sur une approche macro, mathématique. Je prends 365 jours dans l'année, je me mets à 1 heure du matin, je regarde le nombre de patients que tu as reçus. Et franchement, pour 3 patients, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, mathématiquement, ça s'entend. Après, c'est le discours qui est beaucoup porté par Frédéric Cordet aussi, et je ne vais pas spoiler sa réponse, mais euh, la difficulté, c'est pas les 364 jours où ça se passe bien, c'est le jour où ça va être plus compliqué, parce que qui dit permanence des soins dit responsabilité. Qui dit responsabilité dit c'est pas possible d'envisager que ça s'arrête à cette heure-là. Et malgré parfois ce qui peut nous être reproché, un patient qui arriverait à minuit 2, alors que la permanence des soins, elle s'arrête à minuit, parce qu'il peut arriver par la régule, mais ils peuvent se présenter spontanément. Ça peut être un adresseur SOS médecin ou un médecin de ville, ou voilà, ça va être compliqué de lui dire à mon petit monsieur à 2 minutes près, c'est pas ici, remontez dans votre voiture et traversez, surtout si on est dans le cas de l'hémorragie digestive. Donc, au-delà de la valorisation même de cette nuit complète ou de minuit, c'est plus le risque juridique qui va avec le cadre de la PDS, qui est difficilement compatible avec la nature même de l'exercice libéral et de la responsabilité individuelle du médecin, qui
qui, à un moment, pourrait légitimement dire ce n'est pas à moi de vous prendre en charge, et à qui on pourrait légitimement reprocher un certain nombre d'articles du Code de la santé publique et du Code de déontologie. Et ce flou-là fait que quand ça se passe bien, personne ne râle. Quand ça se passe mal, c'est le médecin qui est un peu tout seul. Oui, oui, c'est clair, hein, c'est pas une question d'argent. Nos conseils juridiques sont formels, hein. Si vous êtes sur une ligne de permanence des soins qui s'arrête à minuit, les appels de permanence des soins après minuit ne vous concernent plus. Ou si vous les prenez en charge, c'est à vos risques et périls juridiquement. Alors évidemment, c'est là qu'on revient je veux dire, aux difficultés nuancées entre la continuité et la permanence des soins. Et c'est toujours pareil, hein, quand vous êtes praticien dans un établissement qui reçoit qui a des accueils d'urgence, ces patients, pour vous, vous les connaissez pas, c'est de la permanence des soins, mais pour l'établissement, ça devient de la continuité quand ils sont déjà dans les locaux. Et vous-même êtes lié par contrat à l'établissement pour faire cette continuité des soins. Donc on est dans des situations inextricables. Et c'est vrai que si on peut avoir un petit peu de sécurité juridique, et quand tu fais une ligne d'astreinte, c'est une ligne d'astreinte, et puis elle commence le soir et elle finit le matin, voilà, comme on a toujours fonctionné. Alors, on n'est pas idiot, on a bien conscience des contraintes budgétaires, mais c'est vrai que là, quand on a vu apparaître ces demi-lignes d'astreinte, on s'est dit qu'elles étaient éloignées de nos réalités de terrain, quoi. Ok, quand même, on parle d'éléments financiers. La rémunération, ça fait partie des questions qu'on a eues. La rémunération des astreintes, elle est de combien? Est-ce qu'elle a été revalorisée? Comment ça fonctionne? Moi, j'étais resté Revalorisé en 2021 pour vous, sauf erreur, pour les astreintes. Et la revalorisation des gardes, qui n'est pas le sujet du soir, c'est au 1er novembre. Autre question d'un praticien chirurgien orthopédique qui se questionne qui n'a pas été sollicité aujourd'hui sur la question de la PDSES et se questionne sur quel interlocuteur va provoquer les discussions d'ici le 1er décembre. Je me tourne vers Olivier, vers la FHP. Comment ça fonctionne? Normalement, c'est par la CME que ça passe. Olivier, Frédéric peut en parler aussi, quoi. Je vous laisse réagir. Oui, bah, là aussi, enfin, il me semble qu'il y a 2 situations. Il y a les praticiens qui sont dans des établissements où il y a des structures d'urgence. Donc il y a souvent déjà des lignes d'autorisation, mais il y a aussi beaucoup d'activités de permanence des soins qui sont faites sans reconnaissance officielle. Et là, beh, si l'établissement, soit sur la enfin, l'établissement peut avoir fait finalement une demande d'autorisation pour, sur la demande des médecins, hein, qui font cette permanence des soins sans reconnaissance, soit à l'inverse, hein, les praticiens font cette permanence des soins contraints et forcés parce que de fait, ils sont dans un établissement avec structure d'urgence. Et là, il va falloir quand même que les directions et les médecins s'assoient et discutent. Parce que mine de rien, le fait d'avoir une autorisation officielle, bah, vous oblige encore un peu plus à cette permanence de soins. Donc il peut y avoir des situations un petit peu compliquées entre direction et CME sur certaines lignes sur je demande ou je demande pas l'autorisation. Mais vraiment, ça concerne surtout les établissements avec accueil d'urgence. Dans la plupart des autres, les choses sont déjà la plupart du temps cadrées. Olivier, une réaction par rapport à ça? Oui, Marie-France? il y a les deux, parce que si j'ai bien compris le sens de la question, il y a des questions dans les deux sens, hein. Il y a aussi l'idée de certains praticiens qui veulent participer à une PDS en orthopédie ou dans d'autres domaines et qui sont dans un établissement qui ne dispose pas d'un SAU et pour lequel l'établissement n'a pas forcément les moyens, parce que l'idée de la PDS, c'est qu'il y a derrière quand même une infrastructure qui doit être mise à disposition, qui pose souvent pas de problème dans les établissements qui ont un SAU, parce que bah, elle est réglementée. Dans les autres, c'est pas toujours le cas, parce que on a le même problème aussi avec les radiologues, hein. C'est-à-dire que pour faire tourner un scanner, bah, il faut derrière du personnel, de la machine, etc. Pour faire tourner une PDS, il faut qu'il y ait un bloc, un anesthésiste, du personnel de bloc, etc. Et on a la question aussi dans ce sens-là, hein, où finalement les établissements
qui ne sont pas nécessairement dans l'obligation de mettre en place ce dispositif qui coûte cher, hein, parce qu'avoir une infirmière de salle de réveil, maintenant, souvent, il faut aussi, si on a une activité substantielle, il y a quand même des contraintes financières derrière. Voilà, il y a pas il y a pas de cas général, là, encore une fois. Ça suppose de se mettre en coordination, de se parler, hein, avec l'ARS, mais aussi entre médecins et établissements, hein, évidemment. Euh, et ça, je suis pas totalement serein dans l'avenir parce que, ben, on l'a parlé en préambule, hein, la météo est quand même extrêmement mauvaise sur le financement des établissements. Et tout spécialement des établissements privés. Et donc, je pense que dans les établissements où cette permanence des soins organisée, et notamment sur le fonctionnement d'un bloc opératoire, n'est pas en place, elle sera difficile, elle sera nécessairement discutée, et les établissements ne sont pas forcément très enclins à la mettre en place. Frédéric, Oui, non, comment j'allais dire, et d'un autre côté, il semble que les établissements vont avoir la pression, puisque quand même beaucoup d'autorisations sont soumises, vont être de plus en plus soumises à une participation à la permanence des soins. Donc, c'est clair que on peut se retrouver dans certaines situations où l'établissement, pour obtenir des autorisations, va inciter les praticiens à faire de la permanence des soins. Et clairement, l'humeur est l'humeur actuelle, mais bon, voilà, je veux dire, va pas être à faire de la permanence des soins pour le plaisir, hein. Côté justement C'est ça. FHP, il y a l'information par rapport pour réagir à la question qui a été posée, informé, pas informé, mais finalement, est-ce que mon établissement a des lignes et doit candidater? Je suppose que toutes les directions d'établissement ont communiqué. Alors, pour être très pragmatique et concrète, pour répondre à ce praticien chirurgien orthopédiste, s'il n'en a pas eu connaissance dans son établissement, moi, je l'encourage vivement dès demain à frapper à la porte du directeur de la clinique, mais pas que, et d'aller voir et de demander un rendez-vous aussi à son président de CME. Ça me semble les 2 personnes, compétentes pour répondre à sa question, heu, où il y a un service, où il y a une ligne d'orthopédie qui est prévue, et de toute façon, il va forcément être au courant parce qu'il va falloir qu'il signe. Donc, et s'il n'y a pas de ligne de prévue et qu'il a envie de faire de la PDS, néanmoins, il faut qu'il en parle quand même à son directeur, et si l'établissement ne souhaite pas le faire pour des raisons qui ont été dites, notamment, je l'encourage à faire partie d'une équipe territoriale, de participer à la permanence des soins de l'établissement d'à côté. Voilà, je suis un On petit peu est, provocatrice, mais enfin bon, il y a 2 personnes à aller voir, c'est son directeur d'établissement et le président de la CME. je rebondis sur vos propos, Marie-France, parce que effectivement, on est dans une logique de lettre d'engagement, hein, qui est attendue dans ce dossier où on attend une co-signature, un engagement nominatif précis de l'ensemble des médecins qui s'engagent avec l'établissement. Tout à fait. Donc, je ne vois pas, enfin, avec les dossiers tels qu'ils sont faits, et je vérifiais les dossiers qu'on avait avant, quand on fait de la permanence des soins aujourd'hui, on signait quand même un contrat avec l'ARS. Et tous les médecins qui faisaient de la permanence de soins et qui font aujourd'hui de la permanence de soins et qui touchent donc une indemnité d'astreinte et une indemnité de garde, signaient un document, hein, déjà, hein. Donc, on n'a pas réinventé quand même, voilà. Néanmoins, bon, quelquefois, ils pouvaient signer un peu contraint forcé parce que tous les autres de l'établissement le faisaient, donc bien sûr, il est obligé de le faire. Mais bon, là, c'est plus formel, et puis surtout, c'est plus, comment dire, c'est collégial. Il faut vraiment euh, que les médecins se parlent avec la direction de l'établissement. Ça ne peut pas se faire autrement. Et moi, je suis plus inquiète, par exemple, qu'est-ce qui se passe s'il y a des médecins qui ne veulent pas la faire et qu'on a une autorisation qui est soumise à une PDSES? Qu'est-ce qui peut se passer? Je pense on est convoqué chez le directeur. On a encore des questions sans réponse. Il y avait quand même une question, est-il possible, pardon, d'obtenir des lignes pour un établissement qui n'a pas de SAU? Ça a été évoqué tout à l'heure
de votre côté, en disant que derrière un SAU, il fallait de la permanence de soins, mais est-ce que sans SAU, on peut aussi postuler? Oui, oui, bien sûr. Et il y a un certain nombre d'établissements d'ailleurs qui n'ont pas de SAU et qui remplissent ce rôle-là. Ça fait partie des débats qui ont fortement animé le groupe de travail, ça. Est-ce que, du coup, urgence, entraîne obligatoirement PDS-ES et donc absence d'urgence exclurait toute forme de PDS-ES? La position, elle est très, très claire. On peut faire de la permanence des soins sans service d'urgence. Il y a, différentes modalités, soit parce que c'est identifié sur le territoire et qu'il y a un accès direct plateau technique, les anciens, POSU, SOS Main, les POSU Cœur, voilà, qui ont pas forcément besoin de service d'urgence. Il y a des organisations territoriales, des équipes territoriales qui peuvent être montées, dans lequel il y aurait un premier cadrage dans un établissement qui peut avoir un service d'urgence et qui l'oriente sur un plateau technique, où il y aurait la prise en charge chirurgicale dans le cadre de coopération. Quoi, il y a des différents modèles qui sont déjà mis en œuvre sur le territoire, ouais. Donc, le sujet, c'est vraiment le projet médical. J'insiste là-dessus. Il faut pas forcément se dire: «Est-ce que j'ai un service d'urgence, donc j'ai forcément de la permanence des soins?» même s'il y a un lien qui est assez, important, hein. Et donc j'ai pas de service d'urgence, donc je peux pas avoir de permanence des soins. Ça c'est pas le cas. Hem, l'orthopédiste en question, je ne sais pas d'où il vient, il est peut-être aussi dans un établissement où, en fait, historiquement, il n'y avait pas de permanence des soins parce qu'elle est déjà assurée sur le territoire aussi. Donc il faut vraiment qu'il se renseigne là-dessus. Hem, j'insiste sur la relation avec la CME parce qu'il y a un acteur qu'on n'a pas du tout évoqué, un acteur qui est un peu, à mi-chemin entre la PDS réglementée et la PDS non réglementée sur lesquelles il y a l'appel à projet, c'est l'anesthésiste. Oui. Et ça, ça va Il y pas a être le sujet le plus simple. il y avait une Heu question justement ouais. là-dessus, sur le rôle et la mutualisation possible de l'anesthésiste. Bertrand, mais continuez, continuez. Alors aujourd'hui, l'anesthésiste, on a prévu un espèce de schéma un peu dérogatoire, donc il y a pas d'appel à projet sur les lignes de permanence des soins en anesthésie, avec 3 situations: des établissements qui font de l'obstétrique, dans lequel, bah, mécaniquement, il y a un anesthésiste en fonction du niveau d'activité, et puis des établissements qui font de l'obstétrique, mais qui ont pas beaucoup d'activité et qui auraient moins de per d'obstétra de d'anesthésistes, et puis les établissements qui font pas d'obstétrique, et là, on appréciera la pertinence de l'anesthésie en fonction du nombre de lignes de PDSES déposées par les autres collègues. Donc ça peut être la quadrature du cercle. Je n'y vais pas parce que je suis pas sûr que l'anesthésie sera là, mais c'est sûr que si personne n'y va, l'anesthésie sera pas là. Et en même temps, est-ce que je peux y aller si l'anesthésiste, lui, n'est pas sûr d'être là parce que, c'est pas si lié que ça? Donc là, voilà, ce débat en CME, il est hyper important. Aujourd'hui, Mais une ça, c'est permanence du, des soins sans anesthésiste quand c'est chirurgical, ça va être compliqué, ouais. c'est concret, hein, dans un établissement que je nommerai pas où je fais la permanence des soins, pour des, pour des actes d'endoscopie avec anesthésie, ben, c'est les anesthésistes qui sont là pour d'autres spécialités finalement, qui se délocalisent et qui vont venir prendre en charge nos patients pour l'endoscopie. Mais stricto sensu, ils sont pas de permanence des soins, ils sont de garde dans l'établissement pour une chirurgie d'un certain type et pour l'obstétrique, mais pas foncièrement désignés pour l'endoscopie. Mais bon, c'est évident. Bon, finalement, on se pose même pas ce genre de questions-là parce que finalement tout ça se fait de façon assez naturelle, mais la question pourrait se poser, ouais. C'est-à-dire que pour armer une ligne de permanence des soins, bah, il faut des médecins, il faut des personnels paramédical, il faut du matériel technique et il faut des anesthésistes. Donc on est, effectivement dans toute cette dimension, je pense qu'on a les mots-clés du projet médical, d'une logique territoriale, une coopération territoriale. De ce côté-là, rappeler que, effectivement, hein, cette PDSES est pilotée, régulée, arbitrée par l'Agence régionale de santé, mais avec un groupe de travail qui, on l'a évoqué, là, on n'a jamais raconté l'histoire, mais se réunit depuis de longs mois pour travailler justement, entendre sur toutes les spécificités, les ajustements derrière une loi, un décret qui viennent définir le cadre général. Et donc vos interlocuteurs à l'URPS médecins avec les différentes spécialités qui sont représentées, avec les CME dans les établissements et la fédération des CME, avec la fédération de l'hospitalisation privée. On est là à vos côtés pour répondre une fois de plus à vos questions. Laetitia également sur des problématiques de coopération entre établissements ou de territoires, hein, toute une logique méthodologique. Je ne sais pas si vous voulez intervenir pour
rappeler ces éléments-là? Non, alors voilà, on a eu quelques questions concernant la possibilité de mutualisation de lignes de PDSES, donc des interrogations concernant les modèles. Est-ce qu'il existe des modèles de coordination de PDSES partagés pour à la fois également garantir la continuité des soins? Il y a j'invite vraiment, alors c'est plus un truc de directeur, mais ça peut être bien pour la culture générale des médecins quand ils sont de garde, ça les occupera. Il y a un site qui s'appelle l'ANAP, l'Agence Mmh. nationale d'appui à la performance, ANAP, qui a un certain nombre d'outils en ligne et donc si sur Google ou autre forme de moteur de recherche, vous tapez ANAP et permanence des soins, il y a un certain nombre d'outils, qui sont mis à disposition. C'est gratuit, c'est sans inscription et c'est pas tracé, notamment sur comment on fait fonctionner des permanences interétablissements, les schémas cibles, les moyens qu'il faut mettre. C'est un vrai outil d'aide à convaincre aussi des établissements pour leur dire il va falloir partager parce que chacun de son côté, on n'y arrivera pas. Donc, ça ne répond pas au modèle ARS, mais en tout cas, pour savoir si il faut mutualiser et comment on pourrait le faire, il ne faut pas du tout avoir de restrictions à l'utilisation de ces outils qui sont une vraie aide à la décision. Et sachant qu'une fois de plus, nous sommes là les uns les autres pour pouvoir vous épauler. Stéphane, vous vouliez Non, intervenir? non, juste en complément. Alors effectivement, il y a les outils. C'est compliqué. Voilà. Taper 1, la première réponse, c'est ça. Et la base de la réflexion, je pense, elle est d'admettre que c'est compliqué et que le diable est dans les détails parce qu'il y a des sujets de statut, de temps de travail, de modalités de rémunération, d'organisation d'équipe, d'organisation des personnels paramédicaux, d'acheminement. Enfin, c'est pas simple. Nous, ARS, on est là pour aider. Ce qui émerge, c'est les expériences qui ont réussi plus ou moins et finalement dans la littérature, on va attraper: «Ah tiens, à Rennes, ils ont réussi à faire ça et puis à Strasbourg, il y a tel exemple» et on se rend compte que chaque expérience est différente et que, chaque territoire a organisé, finalement son modèle. Mais sur les modèles, c'est assez simple et comme toujours, hein, soit c'est le patient qui circule, soit c'est le médecin. Et c'est ça les 2 modèles, heu, au fond et pour reprendre un échange qu'on a souvent eu avec Olivier Jourdain, hein, c'est la question heu, le médecin peut-il aller prendre en charge un patient sur un plateau technique qui n'est pas le sien et qui n'est pas son plateau technique familier? Ce qui est une option. L'autre option, évidemment, c'est le pendulaire, à savoir, l'organisation qui est compliquée, mais qui est tout à fait possible, mais qui suppose d'avoir une permanence des soins qui va tourner, on a des exemples d'organisations comme ça qui marchent d'ailleurs, plutôt pas mal, mais toujours avec une très enfin, il faut qu'il y ait un lien vraiment, en béton armé, une protocolisation avec la régulation pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis sur, l'organisation pendulaire. Après sur la circulation des médecins, il y a des expériences qui marchent, d'autres qui marchent moins. Plus ça s'étend sur la durée, plus la pratique est forte, plus ça devient possible. Je ne suis pas chirurgien, je mesure pas la difficulté qu'il y a à ne pas travailler avec son e-bode, avec ses boîtes, son matériel. Est-ce que c'est quelque chose qui est surmontable? Petit 1. Est-ce qu'on a la volonté de le surmonter? Petit 2. C'est encore autre chose. Ça dépend, mais c'est une question à se poser, pour répondre, bah, notamment au sujet, je sais pas, mettons, un praticien d'une clinique d'orthopédie qui ne fait que du programmé, heu, peut se réveiller un matin et se dit: «Bah, dans une organisation territoriale, moi, ça me dérangerait pas ou collectivement, je trouverais ça une bonne idée, il y a pas de PDES dans mon établissement, c'est pas la cohorte patient dont acte, heu, mais s'il fait jamais de traumato, est-ce que ce praticien, il est pertinent sur ce type de prise en charge dans un établissement qui est pas le sien? Enfin, vous voyez, rien n'est simple, c'est que des points d'interrogation et il y a que les équipes qui ont les réponses à ces questions. On va, arriver au terme du timing, hein. On est arrivé au terme du timing de ce webinaire. On l'a même, dépassé, pardon, mais peut-être un petit mot de conclusion de l'autre côté de l'écran. Est-ce que Olivier, Frédéric, vous voulez, dire quelques mots pour, resensibiliser nos consoeurs et nos confrères qui nous écoutent? Non, non, moi j'insiste sur ce qu'on a rabâché. Effectivement, hein, tout ça doit se passer en bonne intelligence, direction CME, hein, c'est la base. Mmh. Non, bien sûr, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane Lafont, sur le principe, au départ, il y a eu une grosse inquiétude, hein, des médecins libéraux
n'exige qu'ils aillent exercer sur un plateau technique qu'ils ne connaissaient pas et qu'il y ait finalement une exigence forcée de leur faire faire ça. Ça, c'est vrai que quand c'est contre la volonté des équipes en place et du médecin qui se déplace, ça ne marche pas, c'est même dangereux. Et donc, je m'étais inquiété de cette situation. On en avait parlé en XOS au début de la mise en œuvre là, de cette réflexion sur la PDSES. Ceci n'empêche pas, et il y a des exemples, que lorsque des coopérations existent, et notamment des coopérations qui existent déjà sur de la chirurgie réglée ou sur des activités diverses et variées, que dans ce cas-là, des praticiens puissent aller exercer la PDS sur un établissement qui n'est pas leur établissement de base. Donc là aussi, ces expériences qui sont positives sont le résultat de dialogues ouverts, constructifs entre différents établissements, entre différentes équipes. Et oui, ça peut fonctionner. Donc, je crois qu'il faut vraiment pousser à ça, et je crois que la RS le fait, hein, pousser à ce que ces débats se mettent en place. Parce que ça peut fonctionner. Mais l'idée, c'est que ça ne peut pas fonctionner dans une contrainte pure et dure. Et donc, la cohérence ne peut survenir que du dialogue entre toutes les parties prenantes. Marie-France Gaucher, côté FHP, des éléments de conclusion ou de messages pour conclure, quoi, pour terminer Je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais dans dans cet appel à candidature, là, enfin, l'objet de notre visio aujourd'hui, moi, je ne peux qu'encourager la communication entre la direction et les médecins. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, j'en profite que Monsieur Lafont est là de l'ARS parce que ça a été dit, mais rapidement, moi, reste inquiète, on vous l'a écrit à plusieurs reprises, sur les lignes d'anesthésie où il n'y a pas d'appel à candidature et où elles sont mutualisées avec maternité pour des établissements moyens, maternité ou grosse activité chirurgicale avec des soins critiques importants, qu'il n'y ait plus qu'une seule ligne d'anesthésie alors qu'il y a des établissements qui en avaient deux, voire plus. Au niveau de la sécurité, je pense quand même qu'on part, enfin, moi je suis inquiète. On vous l'a écrit, hein, plusieurs reprises. Ça a été juste dit un petit peu là sur mes soins critiques, plus grosse activité chirurgicale, plus ou moins une maternité, une seule ligne d'astreinte. Pour moi, je pense que c'est pas raisonnable. Voilà. Ça fait la transition pour vous donner un petit mot conclusif, Stéphane Lafont, ou pas de réaction Non, à part vous remercier pour ce petit temps de convivialité dans ce contexte d'une sérénité absolument parfaite. Non, rien à ajouter. Bien, une fois de plus, n'oubliez pas qu'il y a cette échéance donc de 1er décembre, des dossiers de candidature donc pour pouvoir se positionner, s'interroger en tout cas avec la CME de votre établissement, avec la direction de l'établissement. Si jamais vous rencontrez des difficultés, une fois de plus, les délégations départementales de l'ARS sont là normalement pour être des interlocuteurs de proximité pour épauler, mais également voilà, si vous avez des interrogations par rapport à votre spécialité, par rapport à des problématiques relationnelles avec votre établissement ou entre établissements, nous sommes là à l'URPS Médecins pour vous épauler, ainsi que la FHP dans cette démarche. Ah, il y avait une dernière question ou réaction, je ne sais pas si la collaboration avec le CHU, par exemple, est extrêmement difficile pour aller porter une expertise au sein du CHU. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça, mais je pense que c'est peut-être pas. Est-ce que c'est dans les villes où il y a des CHU que c'est là que se pose la collaboration la plus forte? Bertrand, un commentaire par rapport à ça? Le CHU, les CHU, c'est ouais, c'est compliqué un CHU par principe parce que c'est meilleur que tout le monde. Ça fait tout seul. Ça doit tout faire parce que c'est son rôle aussi et c'est ce qu'on lui demande. Et en même temps, ils ont pas forcément beaucoup plus de moyens ou de confort sur certaines spécialités à certains moments ou à certains endroits.
Il peut là y avoir un gros désalignement. Je vais vous parler du cas de CHU de Bordeaux, que c'est celui que je connais le mieux, mais il peut y avoir un désalignement entre ces équipes médicales et puis la direction du CHU. Avec des équipes médicales qui disent bah, faudrait qu'on collabore parce qu'on a des activités homogènes, on a des activités sensibles qu'on peut partager, et puis c'est trop lourd de porter 100% de certaines lignes de garde en chirurgie majeure. Et puis bah, des positions politiques qui peuvent être un peu différentes en disant attention, si on commence à rentrer là-dedans, est-ce qu'on perd pas un leadership de notre rôle de recours intra, voire extra-régional là-dessus. Il faut que les médecins se parlent entre eux. Alors dans l'établissement et au-delà de l'établissement, puisque c'est souvent sur des équipes très spécifiques, il y a des cas où ça aboutit pas, il y a des cas où ça aboutit avec le même CHU. Le SOS Main est un exemple magnifique de fonctionnement. Aujourd'hui, la régule a complètement compris, c'est alternatif, c'est pendulaire, ça marche plutôt bien. Et puis quand il y a un couac d'un côté ou de l'autre, parce qu'il faut faire des travaux dans un bloc, parce qu'il manque X ou Y personnes, bah, les équipes sont solidaires. Il y a d'autres spécialités où bah, c'est exprimé mais pas concrétisé. Là, c'est typiquement l'arbitrage de l'ADD. Voilà, moi, je suis assez à l'aise là-dessus en disant si l'équipe du privé, entre guillemets, dit bah, nous, on veut bien participer et que le CHU dit j'en ai pas besoin. Et que c'est exprimé devant l'ADD, bah, c'est exprimé devant l'ADD. Ça Et nous on redonne peut une nous forme de aider à ce liberté. que ce soit exprimé si besoin devant la DD. Ouais. Là encore, on invite à nous solliciter parce qu'on peut être force de dialogue, d'intermédiation, justement, pour faciliter cette discussion. Après, au-delà du cliché, il y a beaucoup d'équipes du CHU qui souhaitent que le privé les aide. Et ça, il faut pas partir sur une image du CHU tout puissant, omniscient et qui fera tout seul. C'est pas vrai. Ils sont plutôt partants pour faire ça et vraiment discuter avec les équipes du CHU plutôt qu'avec les patrons de service, parce que là, la différence peut être assez sensible. Et s'il y a un projet à monter, que ce soit les fédérations, l'URPS, l'ARS, à un moment, on sait faire, mais il faut d'abord en parler avec les gens qui travaillent. On s'arrêtera là-dessus. Très bonne soirée à tous. Bon courage pour des temps qui s'annoncent difficiles. N'hésitez pas une fois de plus à nous solliciter si vous avez besoin de questions, d'appui sur ces démarches de permanence de soins en établissement de santé. Elles sont sensibles et ne les ignorez pas parce que, une fois de plus, l'avenir de votre activité, vous pourrez retrouver bien évidemment, comme d'habitude, l'ensemble des supports, des documents et des replays, si vous voulez les faire passer autour de vous sur le site internet de l'URPS Médecins. Voilà, je tiens à remercier une fois de plus Laetitia Dariotor pour la préparation de ce webinaire, ainsi que Marjorie Martin et Margot Espine qui ont largement œuvré sur les dimensions de communication. Merci à tous, très bonne soirée, à très bientôt.